Le second mandat du président Donald Trump diffère radicalement du premier. Depuis le début de son nouveau mandat, en 2025, il a mis en œuvre un programme de politique étrangère marqué par l'isolationnisme, des affrontements commerciaux et des conflits idéologiques. Rien de nouveau, tout confirme ce que j'avais prédit dans une vidéo de janvier 2025, dont je mettrai le lien en description. Donald Trump est le reflet d'une tendance interne des États-Unis à vouloir s'éloigner des problèmes mondiaux, tout en se concentrant sur leurs propres intérêts. En gros, les deux options que j'avais présentées dans cette vidéo se déroulaient dans deux scénarios. Les États-Unis adopteraient une posture semblable à celle de l'Angleterre du XVIe au XIXe siècle, soutenant ponctuellement d'autres forces mondiales contre leurs opposants. Et dans un deuxième scénario, ils chercheraient en fait un isolement, pas total, mais similaire à celui de la période précédant la Première Guerre mondiale. Cependant, la manière dont il a agi indique cette deuxième option, et avec l'aggravant qu'il prend des décisions qui profitent à la Chine et à la Russie. Des actions que je qualifierais parfois de désastreuses. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans la vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'aimer la vidéo et surtout de la partager avec tout le monde que vous connaissez. Cela peut sembler peu, mais si vous partagez avec 5 personnes et que ces 5 personnes partagent à leur tour avec 5 autres, il y aura plein de gens qui aideront. La chaîne géopolitique mondiale à regarder, puisque YouTube l'ignore pratiquement et la cache à la majorité de ses propres abonnés. Que dire alors de ceux qui ne sont pas abonnés? Donc, votre soutien est très important. Abonnez-vous et partagez, cela aide beaucoup. Je suis Géopolitique Mondiale, bienvenue sur la chaîne du même nom. Diverses stratégies infructueuses ont entraîné des avantages directs et indirects pour des rivaux stratégiques comme la Chine et la Russie. En 2025, le gouvernement Trump a rapidement durci les politiques d'immigration. Eh bien, c'est une demande interne des électeurs et une promesse de campagne. Ne vous y trompez pas, c'est tout à fait juste. Après tout, nous assistons à la catastrophe civilisationnelle qui se produit en Europe. Et comment cela pourrait-il même défigurer d'autres pays ? Progressivement, les États-Unis ont eux-mêmes poussé la Corée du Sud et le Japon à adopter cette politique. L'immigration massive du XXIe siècle diffère beaucoup de celle des XIXe et XXe siècles, qui ont attiré des personnes qualifiées dans des régions en manque de main-d'œuvre. C'est très différent de la vague actuelle composée d'immigrants non qualifiés qui cherchent des prestations sociales, l'éradication culturelle, le génocide ethnique et des études de masse. Cependant, Donald Trump n'a pas combattu efficacement la main-d'œuvre non qualifiée ou provenant de pays en développement qui est allé commettre des crimes là-bas. Mais au contraire, ironiquement, c'est justement la main-d'œuvre qualifiée et intellectuelle du pays, y compris les étudiants en master et doctorat en sciences et technologies, ainsi que les ingénieurs étrangers. Bien que Donald Trump ait promis d'encourager l'immigration de main-d'œuvre spécialisée pour maintenir le leadership américain en intelligence artificielle et dans d'autres domaines clés. Son gouvernement a mis en place de nouvelles barrières pour les étudiants internationaux, y compris dans des secteurs clés comme l'intelligence artificielle. En mai 2025, Marco Rubio, secrétaire d'État, a annoncé la révocation des visas d'étudiants chinois et un examen plus strict des visas de recherche, visant particulièrement ceux dans des domaines considérés comme sensibles. L'argument de Donald Trump était que, fondamentalement, il protégeait des sujets d'intérêt national, des technologies vitales et clés pour l'avenir des États-Unis. Mais il y avait un problème. Ces chercheurs, principalement d'Inde et de Chine, même s'ils ne venaient pas uniquement de ces deux pays, mais ces deux pays étaient les plus représentés. C'est qu'ils développaient ce type de technologie. Donc, en essayant de protéger ce type de technologie contre ces étrangers, en fait, cela a fait que ce développement lui-même a fini par être encore plus retardé aux États-Unis. Car ce sont ces Indiens et Chinois qui développaient cette technologie aux États-Unis. Avec le temps, cela pourrait être un coup de pied dans la fourmilière, car la plupart de ces Indiens et Chinois retournent en Chine et en Inde. Les conséquences peuvent être sévères pour la compétitivité américaine. Actuellement, près de 16% des doctorants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques aux États-Unis sont chinois. Et, en expulsant ou en décourageant ces talents, les États-Unis perdent des cerveaux au profit d'autres pays, principalement au profit de la Chine elle-même.
Des études indiquent qu'en raison de politiques d'immigration défavorables, 60% des doctorants étrangers aux États-Unis rencontrent des difficultés pour pouvoir rester dans le pays. Des groupes de réflexion américains avertissent que cette fuite des cerveaux réduira la capacité d'innovation des États-Unis, en particulier dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle. Et ici nous avons un paradoxe, car historiquement, depuis le 19e siècle jusqu'à récemment, les États-Unis ont toujours été un centre d'absorption des cerveaux étrangers. Les États-Unis recrutaient enfin des scientifiques du monde entier pour développer de nouvelles technologies sur leur sol. Bien sûr, il y avait aussi la main-d'œuvre non qualifiée provenant de pays sous-développés ou en développement, mais également des scientifiques hautement qualifiés issus de ces mêmes pays. Et même de pays développés. Donc ils sont devenus cette puissance technologique qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils avaient la capacité d'acheter des cerveaux venus d'autres pays. Les Américains ont une bonne éducation, malgré ce que disent certains sur leur éducation de base. Elle n'était pas la meilleure, mais elle est bonne. Mais en termes de développement technologique propre, de leur propre technologie, de leurs propres scientifiques, ils sont plus ou moins moyens. Donc leur grand avantage pour concurrencer avec d'autres était cette capacité à acheter des cerveaux venus d'autres pays. Et en perdant cette capacité, il existe un énorme risque que cela vienne entraver le propre développement technologique des États-Unis. Mais un autre grand problème a été la diplomatie du gouvernement Trump en 2025, marquée par des frictions sans précédent avec certains de ses principaux alliés en Asie. Ce qui finit par bénéficier aux adversaires américains. Un exemple marquant est la détérioration des relations avec l'Inde, pays clé pour contrebalancer l'influence sino-russe. En septembre 2025, des photos montrent le Premier ministre indien Narendra Modi main dans la main avec Vladimir Poutine et Xi Jinping lors d'une rencontre régionale. Elles ont montré que les États-Unis avaient échoué à attirer l'Inde dans leur orbite diplomatique. Les analystes observent que Trump a miné ce rapprochement par une série d'actions, y compris l'imposition de tarifs de 50% sur les produits indiens, et des critiques publiques à l'égard de New Delhi pour l'achat de pétrole russe à bas prix. Ces mesures punitives visant à forcer un alignement ont eu exactement l'effet inverse. New Delhi, sous pression, a cherché plus d'autonomie stratégique en renforçant ses liens avec Moscou et en atténuant même ses rivalités avec Pékin. Comme l'a résumé un ancien conseiller du gouvernement Bush, les attaques de Trump et son approche America First ont fini par toucher les partenaires et alliés encore plus durement que les adversaires traditionnels. Cela a provoqué une dégradation du partenariat entre les États-Unis et l'Inde. D'un autre côté, Modi montre sa volonté de renforcer les liens avec Moscou et même de mettre de côté ses soupçons envers Pékin. Le résultat est scandaleux, c'est que l'Inde, qui se méfie depuis longtemps des États-Unis, maintenant, ils ont confirmé leur vision selon laquelle les États-Unis ne seraient pas un partenaire fiable, voire pourraient être hostiles, renforçant ainsi leur position de non-alignement et cherchant d'autres nations pour coopérer, y compris avec des rivaux américains ainsi qu'avec les alliés formels d'Asie du Nord-Est, le Japon et la Corée du Sud. Le schéma s'est également répété, traçant la voie qui serait un véritable désastre géostratégique pour les États-Unis. Il est encore trop tôt pour évoquer une rupture de leurs relations avec les États-Unis. D'un autre côté, des portes ont été ouvertes, qui seront difficilement refermées. La perte éventuelle de la Corée du Sud de l'orbite américaine serait un désastre géopolitique encore plus grand que la perte de Taïwan. Trump a ressuscité des exigences et des menaces qui avaient auparavant généré des tensions. Faire pression pour augmenter fortement les dépenses de défense de ces pays et suggérer un moindre engagement des États-Unis envers leur sécurité. En juin 2025, Tokyo s'est senti oppressé lors d'un épisode inédit. Ils ont annulé à la dernière minute leur participation à un sommet de l'OTAN auquel ils avaient été invités. Ces absences ont révélé une détérioration des relations commerciales et de défense de Washington avec ces pays. Au Japon, peu avant, le Premier ministre avait déjà interrompu les discussions de coopération avec les États-Unis suite aux tensions liées à l'insistance du gouvernement Trump pour que Tokyo accroisse ses dépenses militaires. Jusqu'à 5% du produit intérieur brut, bien au-dessus du plan japonais qui visait 2%. Trump a aussi menacé d'imposer seul des droits de douane de 25% sur les voitures et pièces du Japon, ainsi qu'environ 24% sur toutes les importations japonaises. Ce qui a laissé les négociations commerciales bilatérales dans une impasse.
Ces tarifs ont été temporairement reportés, mais ils ont provoqué une volatilité économique au Japon et ont même nui aux petites et moyennes entreprises intégrées aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Et maintenant, enfin, les hommes politiques Les Japonais commencent à parler sérieusement de préparer le Japon à ne pas dépendre des États-Unis et à devoir faire face à un monde post-États-Unis. Ce qui est positif pour le peuple japonais, souvent importuné par des idéologies obscures des États-Unis. Mais ce sera terrible pour Washington. En Corée du Sud, malgré un accord de défense révisé en 2018, Donald Trump a insisté pour demander encore plus d'argent pour les troupes américaines dans le pays. Séoul a remis en cause un accord de partage des coûts récents, tout en subissant des menaces tarifaires et des exigences strictes lors de négociations commerciales infructueuses. Ce traitement imprévisible envers des alliés de longue date a accru les frustrations à Tokyo et Séoul, au point que les deux ont donné la priorité à des réunions d'urgence. Donald Trump cherche à apaiser les tensions plutôt qu'à participer à des engagements multilatéraux comme le sommet de l'OTAN. Ces frictions entraînent des conséquences stratégiques très graves, en antagonisant de manière assez stupide et provocatrice aussi bien les amis que les ennemis, au nom d'un populisme à somme nulle qui, en conséquence, pousse de nombreux pays dans les bras de la Chine. Et en effet, Xi Jinping a habilement tiré parti des erreurs de Trump. En septembre 2025, Xi Jinping a organisé un sommet élargi de l'Organisation de coopération de Shanghai et un grand défilé militaire à Pékin, entouré de dirigeants régionaux souhaitant se rapprocher de la Chine au détriment des États-Unis. Parmi eux figurent des alliés ou partenaires traditionnels des États-Unis tels que la Turquie, l'Indonésie et la Malaisie, ainsi que des rivaux établis, ce qui accroît l'intérêt, comme le Pakistan et l'Iran. Même l'Inde de Modi, incitée par les tarifs de Trump, a déclaré son intention de se rapprocher de la Chine. La déclaration conjointe de ce sommet a essentiellement approuvé un nouvel ordre économique et sécuritaire émergent, dirigé par Pékin, remettant en cause l'architecture mondiale post-1945 dominée par l'Occident. Jusqu'à présent, Xi a su exploiter les failles. Trump a affaibli les alliances et exposé les vulnérabilités. La Chine s'est présentée comme une alternative fiable, n'interférant pas dans les affaires intérieures. Et surtout, elle est en pleine progression. Même des alliés traditionnels de Washington, comme le Japon et la Corée du Sud, envisagent désormais des options autrefois impensables. Que ce soit en cherchant une plus grande autonomie en matière de défense ou en coopérant avec des partenaires régionaux pour ne pas devenir otage des sautes d'humeur de Washington. Le Premier ministre japonais a affirmé que le Japon devait réduire sa dépendance aux États-Unis. Et au final, ceux qui récoltent les fruits de ce désaccord sont la Chine et la Russie, qui voient ça le bloc allié des États-Unis devenir de plus en plus fragmenté et réceptif à leur influence. En Asie, la politique tarifaire de Trump a durement touché des alliés clés et provoqué de fortes réactions négatives. Par exemple, en mars 2025, après l'annonce de tarifs surprises de 25% sur les automobiles et pièces détachées venant du Japon et de la Corée du Sud. D'autres pays ont aussi été concernés avec des tarifs de 20 à 50%, touchant environ 57 pays au total. Au lieu de céder à la pression de Trump et de négocier avec Washington, un événement inattendu s'est produit. Tokyo et Séoul ont commencé à coordonner leur commerce de manière plus étroite avec Pékin, ce qui aurait été impensable il y a quelques années, à peine. Le 22 mars 2025, les ministres du commerce du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine se sont réunis à Séoul pour la première fois en 5 ans, où ils ont convenu d'accélérer les négociations en vue d'un accord de libre-échange trilatéral. En voulant isoler la Chine, Donald Trump a provoqué l'effet inverse. Le Japon et la Corée du Sud se sont rapprochés de la Chine pour pallier l'incertitude commerciale. Cette alliance économique trilatérale, plus importante que jamais dans ce contexte d'instabilité, renforce la position régionale de Pékin et réduit la dépendance de Tokyo et de Séoul, en ce qui concerne le marché américain. Nous avons aussi vécu une situation similaire en Amérique latine, où l'approche de Trump avec nous ou contre nous a eu des effets opposés. Comme l'a rapporté Global Information System Reports, Pékin est déjà aujourd'hui le plus grand partenaire commercial de l'Amérique latine, investissant massivement et accordant d'importants crédits, à travers l'initiative de la route de la soie. Donald Trump a imposé des tarifs punitifs, proféré des menaces et évoqué une action militaire pour limiter l'influence chinoise. Sans effet, car alors que certains pays hostiles, il les a frappés avec des surtaxes de 18% comme le Nicaragua et 15% pour le Venezuela. Avec d'autres,
Il a menacé, comme par exemple la Colombie, avec 25% de tarifs après un désaccord diplomatique. Il a même insinué qu'il reprendrait le canal de Panama par la force si les accords avec les entreprises chinoises ne lui convenaient pas. Deux alliés d'importance géopolitique et extrêmement vitaux pour les États-Unis. Cette posture militariste et belliqueuse, évidemment, a suscité de l'appréhension. Certains gouvernements ont cédé à la pression, comme le Panama qui, après la visite du secrétaire d'État Marco Rubio, a quitté l'initiative de la route de la soie. Il a accepté de revoir les concessions portuaires chinoises et d'autoriser la rotation des troupes américaines sur son territoire. Cependant, les informations qui arrivent après ce type de pression indiquent que cette victoire tactique peut être vide et coûteuse. Parce que bien que le Panama ait cédé sous la contrainte, d'autres pays peuvent observer ce comportement et finir par préférer choisir la Chine plutôt que de devoir se soumettre aux menaces américaines, comme cela s'est produit dans le cas indien. Contre l'Union européenne et le Mexique, il a menacé d'une véritable guerre commerciale. En menaçant des tarifs de 30%, la réaction a été unanime. L'Union européenne et le Mexique ont jugé ces tarifs injustes et perturbateurs. Et la présidente de la Commission européenne a averti que ces mesures nuiraient aux chaînes essentielles et aux consommateurs des deux côtés de l'Atlantique. Lucheras a affirmé vouloir poursuivre le dialogue tout en préparant une riposte proportionnée si besoin. Jusqu'à présent, les dirigeants européens restent divisés entre ceux qui pensent qu'il vaut mieux ne pas réagir pour l'instant, en essayant simplement d'accepter, et ceux qui ont demandé des représailles immédiates. Autrement dit, de toute façon, à moyen et long terme, il y aura probablement des conséquences. Et contrairement aux gens qui deviennent tous euphoriques et excités à chaque tweet de Donald Trump, en pratique, il n'a rien fait contre cette culture. Woke fentanyl aux États-Unis. Le mouvement woke là-bas reste aussi fort que jamais. Malgré la polarisation de la droite qui se sent mieux représentée, le mouvement woke continue d'opérer normalement. Il a même connu quelques difficultés, mais nous n'avons pas vu de signe de recul. En gros, quand on parle du mouvement woke soutenu par le gouvernement, c'est le nettoyage qu'il a fait à l'United States Agency for International Development au début de l'année, et ça s'est arrêté là. Il n'a pas poursuivi la réduction des coûts du gouvernement concernant l'exportation de ce type d'agenda identitaire, racial et ainsi de suite. Donc, il n'a pas touché à l'agenda woke, malgré le discours et les mots durs. Cela continue d'être appliqué. Il affirme vouloir lutter fermement contre le trafic de drogue hors des États-Unis. Mais il n'a rien fait pour lutter contre le trafic de drogue aux États-Unis. Surtout contre les consommateurs américains, qui sont les principaux fournisseurs d'argent pour le trafic international de drogue. Outre les différends économiques et géopolitiques, le gouvernement Trump a aussi affronté des chocs de valeurs avec des pays conservateurs, notamment sur l'agenda occidental, woke. Woke. Bien que Donald Trump critique ces thèmes progressistes, il n'a pas modifié la position du gouvernement américain, qui reste associé à ses valeurs de gauche comme les droits des homosexuels, les politiques anti-masculines et l'afro-suprémacisme. Ce qui a généré des frictions avec les gouvernements traditionalistes, des frictions que, là encore, la Chine et la Russie exploitent habilement pour gagner en influence. Un cas illustratif s'est produit en Ouganda, en Afrique de l'Est. En 2023, le président Yoweri Museveni a promulgué l'une des lois anti-gays les plus sévères au monde, incluant la peine de mort pour certains cas d'homosexualité aggravée. Les puissances occidentales ont réagi aussitôt. États-Unis et Union européenne ont condamné fermement la loi et menacé de sanctions. À l'époque, c'était le gouvernement de Joe Biden, un démocrate. Cependant, lorsque Donald Trump a pris ses fonctions en 2025, il a décidé de maintenir ses pressions contre l'Ouganda et même de les renforcer. En réponse, l'Ouganda a pris la décision géopolitique de se rapprocher du bloc dirigé par la Chine et la Russie. En janvier 2025, le ministre ougandais des Affaires étrangères, Henri Urien, a révélé publiquement que les sanctions et punitions occidentales pour des questions de droits de l'homme, entre guillemets, ont forcé le pays à rejoindre le groupe des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Il a soutenu que l'Ouganda devait se protéger de ces pressions extérieures en s'alignant sur des puissances comme la Chine, la Russie et d'autres qui n'imposent de simple pas de conditions libérales. L'Ouganda n'est pas un cas isolé. Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, à majorité musulmane ou aux coutumes traditionnelles, se montrent de plus en plus gênés par l'exportation forcée des valeurs libérales occidentales, que ce soit par le biais de conditions d'aide ou par la culture pop mondiale. Sous Donald Trump, l'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe, malgré de bonnes relations personnelles avec lui,
ont refusé tout lien entre leurs accords avec les États-Unis et les questions de droits civils, ce qui a fortement déplu au gouvernement Trump. Il y a aussi la question de l'exportation culturelle du fentanyl woke. Il est important de rappeler que, contrairement à son premier mandat, lors de son second mandat, Donald Trump a conclu des accords très forts et profonds. Avec BlackRock qui est la grande force motrice derrière le mouvement woke sur la planète Terre. Lorsqu'ils sont pressés concernant la libéralisation politique ou sociale, beaucoup de ces gouvernements rétorquent avec le discours de la souveraineté. Et ils trouvent à Pékin et à Moscou des partenaires qui les traitent sans critique qu'à cet égard. En pratique, la forte insistance des États-Unis sur les questions de diversité et de droit dans les forums mondiaux a ouvert la voie à la Chine pour qu'elle se présente comme un partenaire. Sans agenda idéologique imposé en Asie et en Afrique, cela nous amène à la question du Brésil. La dispute entre Trump, Lula et Moraes pourrait avoir un résultat similaire. D'abord, comme je l'ai mentionné dans plusieurs autres vidéos, mais beaucoup de gens choisissent d'ignorer cet avertissement. C'est que les sanctions, lorsqu'elles sont appliquées contre des nations entières, historiquement, n'ont jamais renversé de gouvernement. Bien au contraire, elles ont renforcé le gouvernement de ces pays. Car la principale victime, en cas de sanctions générales, n'est jamais uniquement les personnes liées au gouvernement, puisque celles-ci vivent des recettes d'eux. Oui, c'est le secteur privé qui doit produire, ce qui, par conséquent, le rend plus dépendant du gouvernement. Et cela donne à ce gouvernement plus de pouvoir et, par conséquent, le rend encore plus autoritaire. Et même s'il est satisfaisant de voir les menaces contre Moraes et compagnie à la Cour suprême, en pratique, la droite brésilienne est fascinée comme toujours, motivée par l'émotivité. Parce que le fait que Donald Trump soit impliqué dans tant de confrontations en même temps, lui contre le monde entier en quelque sorte, réduit considérablement sa capacité à obtenir des résultats effectifs contre Moraes et Lula. Et pire, si les tensions s'aggravent et mènent à des sanctions majeures contre le Brésil, comme l'interdiction aux banques brésiliennes d'utiliser le dollar ou l'exclusion du système Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Il existe un risque, et un risque très élevé, que le Brésil finisse peut-être par s'adapter, exactement comme cela s'est produit avec d'autres pays qui ont traversé une situation similaire. Et de ce fait, les effets seraient largement atténués. Et au final, au lieu de voir des foules descendre dans la rue pour protester et renverser le gouvernement, comme la droite l'espère, cela pourrait finalement jeter le Brésil dans les bras de la Chine, ce qui est exactement ce que la droite ne veut pas. Bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu. Et si vous avez aimé ce type de contenu, si vous aimez le contenu réalisé par Géopolitique Mondiale, pensez à devenir membre. En tant que membre, vous assurez la survie de cette chaîne presque invisible sur YouTube. Mais vous aurez également accès aux vidéos en avant-première, ainsi qu'aux vidéos exclusives réservées aux membres. Ces vidéos sont beaucoup plus spécialisées, plus techniques, plus approfondies. Et c'est pour cela que je réserve ces vidéos uniquement aux membres, c'est-à-dire à ceux qui sont vraiment intéressés par ce genre de sujet. Selon la catégorie, votre nom figurera ici dans la liste finale en remerciement. Selon la catégorie, vous pourrez voter ici pour la prochaine vidéo à réaliser sur la chaîne. Alors, tu envisages de devenir membre? Ça aide beaucoup et ça t'apporte beaucoup en retour. À bientôt les amis. Salut!